Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie consacrée au droit, au droit entre Israélites. Donc je suis toujours avec Jérémy. Nous n'avons pas changé de place puisque nous avons juste arrêté la vidéo, on s'est remis au même endroit. Comme d'habitude, les petites présentations. Donc je suis Mathieu Loubert, je suis co-gérant de GMK, ce qui fait que j'ai des conflits d'intérêts avec cette vidéo. Et je suis accueilli à Orléans par notre ami Jérémy. Bonjour. Agnès. Bonjour. Est-ce que tu peux te reprendre très rapidement du coup Bien sûr, je suis kinésithérapeute libéral à Orléans, donc j'exerce depuis 7 ans. Je suis également parallèle ostéopathe, certifié Mackenzie. Je pratique pas mal de journées en entreprise et je suis kinésithérapeute conseil auprès d'organismes d'assurance privés qui gèrent des RCP pour les kinésithérapeutes. Voilà, et donc du coup, dans la dernière vidéo, surtout si vous ne l'avez pas vue, il faut déjà vite aller courir la voir parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et on avait terminé la vidéo en lisant des petites scénettes, des petits textes qu'on a tous vécus. Et Jérémy me posait la question, et il fallait que je trouve les erreurs. On s'était arrêté à un texte qui était, ma foi, assez dur et hyper intéressant, je pense. Donc est-ce que tu pourrais... Ouais, je vais le reprendre du coup pour ceux qui ont la mémoire courte. Ouais, ça marche. Alors, du coup, donc je remets un peu le contexte. On prenait en charge pour cervicalgie une patiente et actuellement on voit son époux. Alors vous faites rapidement la connaissance de son époux qui vous consulte également en parallèle. Inquiet pour elle, il vous demande ponctuellement des nouvelles concernant l'évolution de son état. Ce dernier vous consulte pour des pertes d'équilibre fréquentes et une tendinopathie rotulienne. Une fois déshabillé, vous constatez de nombreux hématomes qui vous font penser à des marques de coups. Vous l'interrogez à ce sujet et il reconnaît des violences conjugales répétées subies des mains de son épouse. Un peu honteux, il hésite à se rendre à la gendarmerie. Vous attendez la fin de votre journée de travail pour aller le signaler de peur que la situation ne dégénère. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi ça me rappelle, j'étais face à une situation où j'étais face à une dame qui avait des marques de coups et qui n'a jamais dit qu'elle était battue. Et donc ça me rappelle cette histoire. C'est pas forcément toujours le cas aussi, hein. Il y a des gens qui font de la boxe ou autre, il faut faire attention aux conclusions hâtives. Quand elle te dit qu'un coup c'est son chat, un coup c'est son fils, puis un coup c'est la casserole qui est tombée sur le dos. Ouais. Bon, voilà. Bref, il y avait un contexte. Alors du coup, je m'étais renseigné à l'époque et ça avait été compliqué, j'avais appelé le médecin à savoir ce qu'il faut faire. Il me semble qu'on a une obligation... Attends, je t'interromps. Donc tu as appelé le médecin pour parler de ta patiente. Ouais. Tu lui avais demandé son accord? Non. On revient un peu sur le... D'accord. Exactement. Mais en fait, je me posais la question de la notion entre guillemets d'urgence vitale, parce que c'est vrai que ça se trouve, elle rentre, elle va se faire taper, puis elle va peut-être en mourir ou que sais-je, elle va être hospitalisée, avoir des dommages corporels. Donc est-ce que moi je n'ai pas la réponse, mais je dirais intuitivement comme ça qu'on a une obligation, quand la personne l'a dit, déjà de lui proposer de l'aide et voir avec elle si elle est d'accord pour qu'ensemble, tout de suite, on fasse ce qu'il faut. Alors il faut distinguer deux choses. Le conseil qu'on peut lui apporter, l'aide qu'on peut lui suggérer, et le fait, là, dans l'exemple, d'aller le signaler par nous-mêmes. Le problème ici, c'est que pour informer les autorités de violences physiques subies par votre patient, la victime, elle doit donner son accord. Ah, c'est ça. Elle doit donner son accord. Il y a des exceptions, c'est le cas du mineur, et le cas de la personne qui n'est pas en mesure de se protéger, de se défendre, soit parce qu'elle est physiquement diminuée, comme une personne âgée, ou parce que psychologiquement, elle peut pas exprimer une résistance, une opposition, tout simplement. Sinon, c'est une violation, encore une fois, du secret médical. Du coup... C'est des confidences qu'elle vous a fait dans le cadre de la consultation, c'est des observations que vous avez fait dans le cadre de votre séance, quoi. D'accord, donc en fait, concrètement... on doit discuter avec la personne, ouais. De dire voilà, voilà ce que vous pouvez être aidé par tel. Exactement. Ouais. Maintenant, moi je peux vous accompagner si vous en êtes d'accord et on peut aller ensemble faire les démarches. Ouais, par contre, faut qu'elle soit au courant. Quoi. Ouais. C'est ça la. Et donc tu disais la seule obligation, si on a un mineur ou une personne qui est faible, ça c'est très important. Ouais. D'accord. Si on voit ça sur un mineur, là on se pose même pas la question. Bien sûr. On a un devoir. Ouais. Ok. Donc c'est quoi? On appelle la police? Oui, c'est ça, faut aller voir les autorités compétentes, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. C'est une question qui est très dure. Absolument, c'est tellement compliqué. Moi, en plus, on veut bien faire, quoi. C'est ça, ça part toujours d'une bonne intention, mais... C'est vrai qu'après, on peut nous attaquer d'avoir justement... Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas évident. Et il manque aussi un petit truc dans le petit paragraphe. Non, du tout, il vous demande ponctuellement des nouvelles concernant son épouse. Ah, oui. Donc là encore, c'est toujours pareil, c'est le secret médical. Le secret médical, il ne se partage pas, même si c'est la famille très proche, voire le mari.
Faut être attention à pas être trop sympa avec les patients, tout simplement. S'il veut des nouvelles de sa femme, faut qu'il lui demande directement. Parce que là, ça part certainement d'une bonne intention, quoi. Mais imaginez que c'est ce que j'avais dit dans le paragraphe précédent, elle était très prise par son travail, elle lui arrivait d'annuler quelques séances. Imagine qu'elle a annulé ses séances, non pas parce qu'elle était au boulot, mais parce qu'elle devait aller voir son amant. Bien sûr, et donc et toi, tu lui dis, ah bah non, la semaine dernière, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vue, elle a annulé, vous n'étiez pas au courant. Elle fait, ah bah non. Imagine, ça débouche sur un divorce, un machin, puis que du coup, le mari dit qu'il l'a appris parce que c'est le kiné qui lui a dit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça peut être, faire attention à ça, quoi. Et dire à quelqu'un, par exemple, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé, votre femme, j'ai pas vu la semaine dernière. Exactement, ouais. Aïe. Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait tous faire. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Super sujet, ce truc-là. Pas évident, pas simple. Ensuite, après consultation chez un ORL, le diagnostic pour le mari de vertige positionnel paroxystique bénin est posé. Ayant déjà observé la manœuvre lors d'un stage pendant vos études de kinésithérapie, vous essayez de la reproduire sur votre patient sans succès. Vous lui indiquez alors naturellement un confrère plus compétent formé en vestibulaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas simple. Moi, à titre personnel, je le tenterai pas parce que je me dirais que je suis pas pertinent si j'ai mal une manœuvre un coup loin et je suis pas formé. Donc, après, il y a le souci d'une formation. Tu as des formations diplômantes, certifiantes et d'autres non. Donc, à partir de quand j'estime avoir le droit de faire un acte si est-ce que c'est parce que je me suis formé même sans diplôme ou est-ce qu'il faut forcément le diplôme pour faire? Je pense que ça soulève ces questions-là. Alors, comme tu le sais bien, il n'y a pas vraiment de spécialisation comme la médecine reconnue en kinésithérapie. La spécialisation, elle se fait un petit peu par la force des choses, on va dire. En revanche, il faut savoir que c'est l'article 113 du Code de déontologie, que tout masseur kinésithérapeute est habilité à pratiquer, à dispenser l'ensemble des actes réglementés. D'accord. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, urgence, je sais pas, entreprendre de poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent soit ses compétences, ses connaissances ou son expérience. D'accord. Et un deuxième article du Code de déontologie, le 88, qui dit « Le M15 s'interdit, dans les actes qu'il prescrit, de faire courir un risque injustifié à son patient. » D'accord. Donc là, je pense qu'on est un peu dans ce registre-là. Il est habilité à prendre en charge du vestibulaire. Il n'y a rien qui l'oblige, qui peut lui interdire. Simplement, est-ce que déontologiquement, il se sent apte à le faire? D'accord. Et la deuxième chose, c'est pour ça que j'ai parlé de VPPB, j'aurais pu parler d'urogynéco, plein de choses. C'est parce que là, c'est un peu plus vicieux. Il y a eu une recommandation de l'HAS du 28 janvier 2018 qui donnait une orientation comme quoi, pour prendre en charge un VPPB, que ce soit pour un médecin ou un kinésithérapeute, il fallait une formation. D'accord. Donc là, pareil, quand on dit données actuelles de la science, recommandation actuelle, 28 janvier 2018, il faut une formation. Tu ouvres une boîte là parce que c'est un truc que je dis souvent. On est d'accord que déontologiquement, on doit respecter les dernières avancées scientifiques, les dernières de la science. Donc quand la chaise dit on vous recommande de faire ça ou d'abandonner ça, c'est une obligation de le suivre. Quand la chaise dit il faut se former pour le faire, on est obligé. Ouais. Bon, c'est juste ce que je voulais savoir, donc je dis pas des conneries. Donc effectivement, quand la chaise dit on ne doit plus utiliser tel outil ou telle méthode dans tel cas, on doit l'abandonner. Sinon, on est hors des clous. C'est l'exemple des limitations des vitesses. C'est limité à 90 actuellement, ça va passer à 80. Ouais. Globalement, c'est parce que tu roules à 90 que tout de suite tu vas te faire verbaliser. Bien sûr. Mais en cas de problème, on va te rappeler que c'était 80. D'accord. Donc en cas de problème, on va te demander à toi tu regardes les textes, les recommandations. Exactement, et si on sort des clous, je suis désolé monsieur, vous n'avez pas suivi les recommandations. D'où l'intérêt de se former et de continuer de rester attentif. L'intérêt de l'EVP pour certaines personnes qui doutent encore de l'intérêt, de l'utilité, c'en est une par exemple. D'accord. Ok, ça marche. Alors, il nous reste deux paragraphes. Lors d'une des séances de son épouse, elle vous fait part d'une gêne inhabituelle pendant la course au niveau du muscle piriforme. Afin d'élaborer votre bilan diagnostic kinésithérapie, vous effectuez quelques tests cliniques et palpations de la zone, ce qui vous amène à penser à un problème d'origine lombaire. Qu'en penses-tu? Donc la prescription médicale n'était pas sur les lombaires, elle était sur autre chose, c'est ça? Ouais. Du coup, elle me parle d'un problème qui n'est pas en lien avec la prescription médicale pour laquelle elle est venue. Ouais. Donc, même si moi je regarderai, je ne sais pas si c'est légal de le faire.
Ouais. En fait, il y a un problème et demi là-dedans. Il y en a un qui n'est pas forcément un problème, qui peut l'être. Alors bon, je vais tout de suite rebondir sur le tien. Donc oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a une ordonnance pour une prise en charge de rééducation du rachis cervical, et on va investiguer le rachis lombaire, là, plus ou moins la hanche. Donc on agit hors du cadre de notre ordonnance, donc on agit en première intention, donc on agit en exercice peut-être illégal de la médecine. En même temps, bon, c'est pas forcément l'exemple s'y prête pas, mais parfois, j'ai pas, par exemple, quelqu'un qui a une douleur de poignet, un syndrome de ticalum carpien, c'est illusoire de ne pas aller regarder le cervical, tu vois. Ça j'entends Donc, bien. comment on peut statuer sur ce cas-là, par exemple? Après, il y a une sorte de bon sens aussi. Ouais, bien sûr. D'accord. Il y a du bon sens, par exemple, comme tu dis, une hémorragie cervico-brachiale, logiquement, ça peut irradier jusqu'aux mains. Mais bah, si le médecin vous met rééducation du membre supérieur droit et que vous regardez les cervicales, ça me semble tout à fait indiqué. C'est compliqué, hein. Oui, c'est compliqué. Encore une fois, moi, j'apporte pas de réponse. Je donne juste des choses sur lesquelles il faut dire tiens. Ouais, s'interroger. Exactement, ouais. C'est juste ça. Hein. Et la deuxième, c'était... là, il n'y a pas vraiment de problème, parce qu'on ne sait pas la suite de l'histoire. Hein. Mais encore une fois, là, je me suis inspiré d'une décision de justice qui a eu lieu, où c'était à peu près la même situation. Et la patiente n'a rien dit pendant le bilan. Et en quittant le cabinet du confrère, elle est allée directement à la gendarmerie, elle a porté plainte pour agression sexuelle. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui aurait pu te prévenir de cette plainte? Même si, on va dire, même s'il y a une ordonnance pour le rachis lombaire ou tout ce que tu veux. J'en sais rien. Bah, tout simplement l'information et le consentement de la patiente. Oui. Parce que là, en gros, tu apportes des zones qui sont plus ou moins intimes. C'est pour ça que j'ai choisi le muscuriforme, donc tu risques de palper la fesse, tout ça. Est-ce qu'elle va le percevoir comme un acte thérapeutique ou pas, quoi? Ok. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est qu'on s'en réfère à des textes de loi. Donc il y a l'article 1111-4 du Code de santé publique qui dit qu'aucun acte médical ou aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui le subit, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Est-ce que tu peux rappeler en droit ce que ça veut dire libre et éclairé, que tout le monde soit d'accord avec, en gros? Bah, ça veut dire pas... en ne dissimulant rien, quoi. En lui laissant le choix. En lui laissant le choix, en lui donnant une information exhaustive, claire, complète, compréhensible, audible, tout ça. S'assurer qu'elle est comprise aussi, quoi. Voilà, puis sans lui cacher des éléments. Exactement, oui, en lui indiquant aussi les risques potentiels, les effets attendus, les aléas qui peuvent en découler, c'est complet. Ok. Et que libre, c'est-à-dire qu'elle peut le retirer à tout moment, et elle peut demander un délai de réflexion, un peu... Okay. Et ça, c'est repris dans le code de déontologie, le 84. Le consentement de la personne examinée doit être recherché dans tous les cas. Ok. Donc là, ça se trouve, il lui a demandé, je vais pas volontairement pas préciser. Mais quand tu fais des choses un petit peu, je n'irais pas dire tendancieuses, parce que c'est de la pratique quotidienne, mais il y a peut-être des gens pour qui ce serait intrusif, quoi. Bien sûr. D'accord. Évidemment. Et enfin, dernier paragraphe. Le traitement terminé, vous facturez au mari les séances avec un DE justifié par l'utilisation d'une machine d'onde de choc en complément de votre traitement habituel. Avant de partir, il vous demande conseil pour son fils dont l'énurésie nocturne commence à l'inquiéter. N'ayant aucune expérience dans le domaine, vous l'orientez vers un thérapeute qui s'occupe de ce genre de troubles grâce à une technique énergétique dont vous avez de bons retours. Ok. Alors moi j'en vois plusieurs là. Ouais. La notion de DE, il me semble que c'est dépassement pour exigence. Donc oui. Normalement c'est pour exigence du patient. Donc ça doit être le patient qui doit avoir dit je veux cet appareil là. Et c'est ce qui doit justifier le fait qu'on le... Il y a de l'idée, mais c'est pas qu'il veut cet appareil-là. Le DE, ça correspond à un dépassement relatif aux circonstances de la séance, c'est-à-dire on t'impose, le patient t'impose un lieu, c'est-à-dire de venir à son domicile alors que son état lui permet décemment de venir au cabinet, ou une exigence d'horaire, pas la personne qui dit je peux venir que le vendredi à 20h30 alors que toi, logiquement, les horaires de cabinet, t'es chez toi, quoi. Donc là, c'est admissible. Par contre, ça ne doit pas être appliqué pour le contenu de la séance, à savoir la nature des soins ou la durée de la séance. C'est la définition du DE. Après, il y a le cas particulier, on va pas s'étendre là-dessus, c'est très politique, de Paris. Oui, bien sûr. D'accord. Alors du coup, quand tu dis dépassement pour exigence du patient, est-ce qu'il doit l'écrire? Est-ce que ça doit être écrit pour dire voilà, je vous demande de venir chez moi ou d'avoir une séance à telle heure? À quel moment on considère qu'une exigence elle
Elle est ok parce qu'il pourrait toujours dire non, il m'a pas demandé. Oui, bah encore une fois, faut l'informer et puis qu'il soit d'accord, quoi, tout simplement. Encore une fois. Et donc un DE systématique, normalement, c'est interdit pour tout le monde. Bah, à moins si systématiquement il te demande de venir à son domicile. Mais pour tous les patients, voilà, tous les patients avec un appareil d'onde de choc, on ne devrait pas leur faire un DE, on devrait leur faire un HN. Du coup. Et encore, HN, les ondes de choc, c'est un moyen. Tu peux repréciser ce que tu m'as dit en off sur le HN, du coup, je pense que ça peut être un intérêt assez prudent. En nomenclature, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans ta nomenclature d'acte. Tout simplement, on ne peut pas séparer les actes au cours d'une séance. Ça veut dire sinon, c'est pas marqué, je sais pas moi, mobilisation de C0C1 dans la nomenclature, donc je fais un hors nomenclature. D'accord. D'accord, si pour des, je sais pas, donc dans l'exemple de tendinopathie rotulienne, tu as mobilisé le genou, donc c'est marqué prise en charge d'un genou, ça c'est une cotation, mais c'est pas marqué utilisation de, je sais pas quoi, de choc, utilisation de cataplasme d'argile, de cryothérapie à chaque fois, parce que sinon tu cotes à l'acte, tu cotes plutôt à la technique. C'est ça le problème. Faut pas rajouter pour des techniques. Du coup, un thérapeute qui se fera une approche, s'il veut valoriser son parcours et son diplôme, donc valoriser financièrement, ouais. Du coup, la seule possibilité pour le faire de manière on va dire légale et systématique, c'est d'être sur un acte hors nomenclature. Si je te suis, c'est bien ça. Oui. Et du coup, est-ce qu'on considère par exemple que, je vais prendre l'exemple de McKenzie, parce que beaucoup de gens sont formés et voient à peu près ce que c'est, on peut dire, voilà, je fais la méthode McKenzie, la MDT, et donc je peux faire du HN. Ça marcherait ça ou pas? Non, pas vraiment, parce que c'est encore une fois, c'est comme utiliser les ondes de choc. C'est un moyen. Oui, d'accord. Est-ce que le patient, est-ce qu'il n'y a que McKenzie? Est-ce que le patient il est venu que pour ça? Pas vraiment, non. D'accord. Pas vraiment. Donc ça c'est complexe. Hein, ouais, c'est très délicat comme sujet. Ouais. D'accord, donc j'imagine que quand ça monte un petit peu plus haut au niveau en conciliation, ça c'est compliqué de trancher sur ces questions-là. Oui, toujours, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc ça c'était le premier problème, puis après il y a l'histoire avec son fils qui avait une hérésie, et oui. Tu lui conseillais une thérapeutique dont tu avais entendu du bien, mais a priori qui avait pas de technique fondement scientifique. Énergétique, ça n'engage que toi, ouais. A priori, enfin, c'est ça, ouais. Il est là le souci, donc on va revenir sur pareil de quelques articles. Donc l'article 80 du code de déontologie dit que dès lors que vous avez accepté de répondre à une demande, le kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer à son patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. Voilà. D'accord ? Donc, encore une fois, je rebondis sur l'intérêt de l'EVP. Il faut savoir que les données actuelles de la science, c'est une spécificité en kinésithérapie, parce que chez les médecins, c'est les données acquises de la science. Okay. Donc, je trouve que ça change pas mal de choses, mine de rien. Oui, c'est sûr. Bon, ça fait gagner un temps fou de recherche, hein, parce que l'actuel de la science, tu tapes année 2018, hein. Ouais. Mais ça veut dire que ça change tout le temps, quoi. Donc c'est impossible. Moi, je considère que ça impossible. Est-ce que qui peut, je n'ai pas bien un nom en tête, qui peut être sûr d'avoir lu le truc qui vient de sortir il y a 2 jours, quoi. Non, c'est sûr. Ça me paraît intenable comme position. Bon, là encore une fois, une marge. Il y a une marge de charge. Mais tu n'as pas pris cet exemple à tout hasard parce que moi j'ai rien absolument contre les thérapies énergétiques, mais souvent elles sont un petit peu chahutées par le pan un peu scientifique. C'est pas du tout pour faire un discours clivant qui dit ça, hein. Mais je pense que c'était ça. Donc quand tu conseilles quelqu'un, il faut quand même que tu te sois renseigné, parce que tu t'engages, si je comprends bien, donc tu dois te renseigner sur les tenants aboutissants scientifiques. Ah bah j'y viens. Ensuite, deuxième article, l'article 1115 cette fois-ci du Code de santé publique. Oui. Toute personne a le droit de bénéficier, de recevoir des soins et des traitements les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire. C'est important aussi, sécurité sanitaire, c'est qu'il y a une notion de système de santé dans sa globalité, tout simplement, quoi. D'accord ? Et le dernier, c'est un peu les trois ensemble qui vont débattre là-dessus. Là, c'est un avis du Conseil de l'Ordre. Oui. Donc un avis, qu'est-ce que c'est ? C'est le Conseil de l'Ordre qui se réunit avec ses membres, des juristes, pour émettre des avis de droit souple sur des problématiques. D'accord ? Par exemple, ils ont fait un avis, j'ai vu que c'est sur les raisons, on parlait beaucoup sur le dry needling. Oui. C'est pas parce que vous avez un avis favorable à son utilisation que ça vous dédouane si jamais il y a un problème suite à son emploi, son usage. Si, par exemple, il y a eu des cas de pneumothorax, c'est parce que vous ne pouvez pas vous cacher derrière cet avis-là.
il vous donne l'autorisation de le pratiquer, Ouais, c'est ça, c'est sous une condition de formation, bien sûr, mais simplement, s'il y a un pneumothorax, est-ce que c'est un aléa? Est-ce que vous avez bien informé votre patient des risques? Est-ce que vous avez bien pratiqué le geste? Est-ce que la balance bénéfice-risque était bonne? Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Ça ne vous dédouane pas des conséquences possibles de l'utilisation. Ça vous dit juste que vous avez le droit de le pratiquer. Donc il ne faut pas faire dire à l'avis ce qu'il ne dit pas, tout simplement. Et donc cet avis, pour revenir, pour conclure sur ce sujet, c'est l'avis 2014-3. Le MK ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire et sans danger, un produit ou un procédé illusoire ou sans fondement ou insuffisamment éprouvé. Et toute pratique du charlatanisme est interdite. Donc là, je ne suis pas spécialiste, encore une fois de la technique énergétique pour soigner l'énurésie. Après, c'est vague, hein, qu'est-ce qu'il fait exactement? Encore une fois, il dit technique énergétique, mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Il y a, entre ce que c'est le téléphone arabe, entre ce que le premier dit, ce que le deuxième comprend, ce que le troisième répète. Mais tout simplement, est-ce que c'est déontologique de proposer à un patient une technique de soin insuffisamment éprouvée, potentiellement dangereuse? Je ne sais pas, tout simplement. Mais cette problématique-là, elle n'est pas spécifique à la kinésithérapie. Là, pareil, ces derniers temps, on va beaucoup parler de fake med sur l'homéopathie, l'acupuncture, je ne sais pas, tout ça, quoi. Donc c'est pas spécifique à nous, hein, rassurons-nous. Mais c'est des questions qui me semble légitime de se poser tout simplement, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est des questions qui touchent souvent à la personne et aux différents. Et donc c'est très connoté émotionnellement. Aux convictions aussi. Encore une fois, moi en énurésie, j'y connais absolument rien. Donc moi j'aurais été obligé de réorienter aussi vers quelqu'un. Je sais pas qui, je me serais formé, il y en a un réseau, tout ça, mais la littérature, c'est qu'elle dit là-dessus. Pour le coup, moi, j'y connais rien. Donc, avec toutes les réserves que ce que je dis, est-ce que ça impose. Ça marche. Ok. Donc voilà pour le petit cas clinique, on va dire, quoi. En tout cas, c'est super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Et du coup, je pense que nos auditeurs seront vraiment intéressés par tout ça. Je voulais terminer quand même pour te poser des questions à titre personnel. La question que je pose à tous mes invités, tous les gens qui ont la gentillesse de pouvoir discuter avec moi, sur des questions d'actualité générale. Donc on va parler d'abord des études de MK. Les gens ne le voient pas, mais on a une étudiante en IFMK qui nous regarde de l'autre côté. Et du coup, elle est obligée de venir pour valider son stage. Voilà, exactement. C'est bien. Et du coup, quelle est ta vision des études, des nouvelles études de MK? Alors, notamment sur la 4e année, je pense, hein, c'est ça ce qu'on appelle la vision des études. Là. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ajouté une année supplémentaire. Donc ça évitera déjà un des principaux arguments des ostéopathes exclusifs qui disaient que vous avez plus d'années d'études que nous. Donc déjà, rien que pour ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, je raconte l'ostéopathie, j'ai pratiqué. Hein. Après, objectivement, on n'a actuellement aucun recul sur l'intérêt, l'impact sur la professionnalisation des étudiants de cette 4e année, puisqu'ils vont y rentrer, quoi. D'accord. Pareil, ce qui concerne les programmes, moi je ne les connais pas, hein, c'est pas de mon ressort, hein, c'est des directeurs des IFMK, puis c'est certainement chapeauté par les autorités supérieures, hein, bien sûr, vu que c'est un diplôme d'État. Donc, par contre, de ce qu'on m'a dit, ce que j'ai pu constater en discutant avec des étudiants, c'est que c'était il y avait des cours axés plus sur la recherche, l'anglais médical, le raisonnement clinique, donc ça je trouve que c'est une très bonne chose, hein, c'est ce qui manquait à mon sens quand j'étais étudiant. En revanche, moi ce que je reprochais déjà à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, j'ai l'impression que ça l'est un peu moins, c'est que j'avais l'impression que notre formation, elle nous formait pour être des kinés salariés, quoi, tout simplement. Je compte plus le nombre d'heures que j'ai eu sur l'hémiplégie, sur des prothèses diverses et variées, sur des fractures, je sais pas. Alors que finalement, il y avait une étude, un papier dans qui circule la revue de M. Étienne Panchou, avec aussi la directrice de l'IFMK d'Orléans, du coup donc je leur fais une petite dédicace. C'était sur la prévalence des pathologies rencontrées en libéral. Il s'est avéré que 95% des kinésithérapeutes ayant répondu au sondage déclaraient prendre en charge fréquemment, je crois, lombalgie, cervicalgie et tendilopathie de l'épaule. C'était le top 3. Toujours en se spécialisant là-dedans, tu t'excuses pas beaucoup. Par contre, pour l'hémiplégie Parkinson, c'était 46%, il me semble. Donc du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment une dissonance en termes de volume horaire entre ce qu'on allait rencontrer en libéral et ce qu'on allait rencontrer davantage en salariat. Surtout que 80% des étudiants, 79 je crois, font du libéral après.
Donc après, c'est pas pour léser ceux qui veulent faire du salariat, c'est absolument pas un reproche, hein. Moi j'ai rien contre, mais je trouvais que c'était pas ancré avec les réalités de la profession, des futurs, de nos futurs confrères. Parce que moi j'ai passé des journées à parler d'hémiplégie, et la lombalgie, la cervicalgie, lombalgie commune, c'était sur les doigts d'une main que ça se comptait, quoi. Donc au moment en sortant de là, j'étais totalement incompétent, quoi. D'accord. Donc après en K3, bon maintenant c'est peut-être en K4, je sais plus comment ça va se diviser. Certainement qu'il y a un cahier des charges à respecter, ils ne font pas ce qu'ils veulent, hein, j'entends bien les directeurs d'IFMK, mais on était aussi initié à beaucoup de choses comme la prise en charge des brûlés, des IMC, de l'urogynéco, la cardiologie, je sais plus ce que j'ai noté, enfin plein de choses, du vestibulaire. C'était intéressant, ça donnait des pistes. Ça nous présentait l'étendue de notre champ de compétences qui est finalement très vaste, mais simplement on n'avait pas le temps de tout aborder en détail. Et surtout, la maxillofaciale par exemple, d'autres, j'en sais pas. Mais je sais pas, toi, si tu sais maintenant, te rappelles de tes cours de maxillo, de brûler, tout ça, est-ce que tu te sentirais pertinent pour prendre en charge un patient? Donc du coup, on apprend des choses qu'on ne détaille pas trop, parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, en sortant de là, on se sent pas compétent pour le faire. Donc c'est exactement le même principe que le cas clinique que j'ai fait tout à l'heure, quoi. Donc c'est bien, je pense, pour montrer que ça existe et donner envie aux gens de se former éventuellement. Mais je sais pas, moi j'aimerais bien recentrer sur vraiment ce qui fait le cœur du métier, tout simplement. Peut-être la création de spécialisation. Tu me coupes un sous le pied, j'allais y venir, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas officiel les spécialités en kiné. Moi je suis assez pour. Après, sur quels critères on dit qu'on est spécialisé, ça c'est un autre problème. Et encore une fois, je pense que c'est déjà le cas officieusement avec des confrères qui font majoritairement telle ou telle chose, hein. Mais j'ai conscience que cette spécialisation, elle n'est pas possible partout. Si tu es le seul kiné en campagne, que tu as 6 mois d'attente, tu peux pas dire que maintenant je fais du vestibulaire. C'est clair. C'est pas possible. C'est clair. Donc ça pose des problèmes, mais moi je suis assez favorable, mais je reconnais les limites de ce choix-là. Ok. Tu soulevais un truc, c'est vrai qu'on a ce souci que très longtemps on est resté sur le programme de 1989 et c'est vrai qu'à l'époque, ne serait-ce que en recherche, en publication, c'était vraiment une rééducation qui était très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça explique aussi pourquoi ça a mis énormément de temps à changer. Mais pour être un petit peu, dans plusieurs IFMK et pour connaître plusieurs directeurs d'IFMK, le cadre qu'ils ont, ils ont un cadre, mais ça reste quand même assez souple à l'intérieur. Ça, je n'engage pas sur cette voie-là, je n'en sais rien, donc je ne veux pas tirer des conclusions. Moi, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie volonté de... Bien sûr, ça va quand même vers un mieux, j'entends bien, mais bon... Après, il faudrait peut-être redistribuer les priorités en fonction du type de prévalence, effectivement. Ouais, je sais pas, faire des IE optionnels, des IE approfondis, suivant les goûts de chacun, quoi. Je sais pas. Une piste. On en a parlé un petit peu tout à l'heure de la première intention. C'est quoi ton positionnement là-dessus? Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est bien? Encore une fois, pour ma part, j'y suis très favorable. Sachant que moi, j'ai la chance de pouvoir le faire avec la casquette d'ostéo, ça me sert au moins à ça. Par contre, je comprends encore une fois les réticences de certaines personnes qui peut-être ne sont pas suffisamment armées pour prendre des gens en première intention. Après, je trouve ça tout à fait honnête et très louable pour des gens de reconnaître qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment compétents pour prendre en première intention. Je préfère ça que des gens qui disent oui, c'est bon, puis qu'il y ait des problèmes, quoi. Mais il y a aussi les gens qui vont après qui veulent pas qu'on leur rajoute des responsabilités supplémentaires. Surtout si la grille tarifaire reste la même. Évidemment. On n'a pas grand chose à y gagner, quoi. Si on n'est pas au chômage, si en plus on a des responsabilités et qu'on n'est pas plus augmenté. Et du coup, je vais rebondir sur le droit en kinésithérapie. Qui dit plus de responsabilité dit plus de risques, plus de sinistralité, et ta RCP va augmenter. Pour un salaire qui sera le même, donc finalement, est-ce que nous donner le droit de première intention, ce ne sera pas un appauvrissement de la profession? Ça va loin après, mais il faut l'envisager. Première intention sous couvert d'une évolution. Il faut l'envisager, ouais. Après, du coup, on pourrait laisser peut-être, je sais pas, le choix aux praticiens de se déclarer oui, moi je veux faire de la première intention, moi je veux pas. Mais dans ce cas-là, j'ai peur. Comment on fait? C'est soit c'est le praticien lui-même qui décide, ou c'est une autre autorité qui décide pour lui. Mais après, il décide sur quels critères? Un cursus universitaire, une liste de formations, des formations à suivre, je sais pas, moi, une validation, un examen, je sais pas. Mais dans ce cas-là, qui le fait? Sous quels critères? Je pense qu'après, ça va être le business des organismes de formation à fond, si c'est sur des choses à remplir, absolument.
Donc je sais pas quoi. Et en plus, est-ce que c'est vraiment déontologique de trier les kinés un peu par compétence? Bien sûr. Ça se fait dans les autres pays, hein, mais parce que c'est dès leur formation universitaire, Ils le savent, ouais, ils savent que ça va être ça. c'est inscrit. Donc ça pose pas de problème. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller au-delà. C'est simplement, des fois, il y en a, bah, ils s'arrêtent là pour pour multiples raisons. Mais nous, est-ce que sur le tard, de se dire, bah, je sais pas, je peux admettre que quelqu'un qui dit, ah bah le kiné d'à côté, lui, il a le droit, pas moi, Oui. ça peut créer des jalousies, des tensions, je ne sais pas quoi. Ah, D'accord? justement, parlons déjà de et des tensions. Qu'est-ce que tu penses alors sur Orléans, je ne connais pas du tout comment ça se passe au niveau confraternité. Qu'est-ce que tu penses de manière générale de la pratique libérale, du climat qu'il y a, peut-être de l'ambiance générale de la profession, parce qu'on entend pas mal de professionnels qui sont un petit peu blasés, que ce soit, on en a parlé, hein, de combien on gagne, de comment on est valorisé. Certains disent qu'on se fait piquer le boulot par tel ou tel. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Puis localement, est-ce qu'il y a au niveau kinésithérapie, est-ce qu'il y a une confraternité, des réseaux, des choses comme ça? Alors oui, bah, c'est vrai que dans ce moment il y a beaucoup de remue-ménage, que ce soit les négociations conventionnelles, les Parisiens qui se font taper dessus pour les DE, la chasse aux indus, tout ça quoi. Alors moi, j'attends de voir tout simplement. Après moi j'ai tendance à être un petit peu plus pragmatique et puis essayer de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, on va dire, et de ne pas dépendre exclusivement de mon activité au cabinet. Ouais. C'est un choix, hein, après, parce que malgré tout, on n'est pas cantonné dans notre cabinet, on peut faire plein de choses, quoi. Oui, bien sûr. D'accord? Bon, beaucoup moins que des médecins, logiquement, mais on a des compétences et une expertise qui peut nous amener au-delà de nos murs, quoi, donc faut y penser. Après, je comprends aussi que certains kinés n'ont peut-être pas les ressources pour se former, que ce soit financière, ça a un coût, surtout quand vous habitez en campagne, il y a le déplacement, vous perdez des journées, avec une pression des patients qui vous disent ah bah faut nous voir, machin, une liste d'attente, aussi d'une vie de famille, ça j'entends très bien, mais ils peuvent en avoir l'envie aussi ces gens-là, donc du coup bah, c'est pas l'envie qui les bloque, hein, d'accord. Donc c'est vrai qu'actuellement j'ai l'impression qu'on évolue un peu vers une scission, un clivage entre on va venir les pro-EVP et les anti-EVP. Moi je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, c'est simplement ça devient un peu un débat d'idéologie, limite religieuse je trouve quoi. Alors que ça devrait pas du tout être ça doit plutôt être une source d'unité de la profession tout simplement. Parce que le VP, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est mieux loti que moi là-dessus, t'es enseignant là-dessus, mais elle rejette pas absolument tout ce qui se fait, quoi, tout simplement, c'est juste un état de remise en question, quoi, tout simplement, quoi, de se dire... C'est une posture qui est très ouverte. Hein. Oui, c'est ça, on a tendance à être catalogué un petit peu de limite sectaire, quoi, d'être rigide, alors pas du tout, quoi, c'est simplement... il faut apporter la preuve de ce qu'on dit, tout simplement. Pourquoi pas moi, si un jour, il y a une super étude qui dit que on peut normaliser un rythme crânio-sacré, je dirais, j'ai été con, quoi, de le rejeter, quoi. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout, du moment que ça tient un peu debout, puis que c'est un peu démontré, tout simplement. Mais c'est ça, c'est dommage d'en venir à ce clivage-là. Et je pense que l'origine du clivage, elle est peut-être même pas sur le fond, mais sur la forme, vraiment. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que dans le fond, je pense que tout le monde veut améliorer sa pratique, tout le monde veut faire de son mieux pour ses patients. Personne ne se dit, tiens, je vais faire un truc, je sais que ça marche pas, mais je m'en fous. Il y aura une minorité. Mais c'est dans la manière dont c'est amené, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas écouter de manière objective ce que c'est l'EVP finalement. Parce que, comme je dis, c'est la triade, il y a l'expérience du praticien, puis il y a les préférences du patient, quoi. Je sais pas moi, des ultrasons, ça peut devenir EVP. Bien sûr. Si le patient est persuadé que c'est ce qui va lui faire du bien, même si le praticien va faire un petit rectus. Oui, bien sûr. Ouais, je pense que comme tu le soulignes, c'est plus un problème de forme et d'ouverture. Et il y a aussi un truc, c'est que peut-être que les gens ont plus de mal avec ça. Je pense qu'il faut aussi accepter de lâcher de temps en temps. Moi, j'ai fait des choses que je fais plus aujourd'hui. Peut-être que je referai, mais accepter d'abandonner des trucs, c'est dur. Hein. Surtout que c'est ce qu'on appelle une échelle dans l'engagement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu as fait une formation longue, tu as payé des milliers d'euros
le coût et qu'au final on te dit que bah, c'est un peu bullshit là, bah, ça te fait chier quoi. Bah, évidemment, et moi, Je peux comprendre. Moi, après, il faut voir ça aussi comme un processus d'intellectualisation un peu quoi. C'est intéressant quand on regarde sur certains avec le recul. Mais c'est ça, c'est un investissement en temps, en argent, en compétences, puis intellectuellement, qui fait que remettre ça au bout d'un moment, tu te dis, bah merde, j'ai pas fait tout ça pour rien quoi. Ouais. C'est ça que je pense que c'est ça aussi le frein quoi. Puis je pense aussi, mine de rien, c'est un peu quand vous allez en formation avec des gens qui peuvent être des sommités machin, se rendre compte que finalement ce qu'ils nous disent c'est peut-être pas si vrai que ça. Bah, y a une sorte de trahison quoi, je sais pas, moi j'ai été voir quelqu'un, c'est quelqu'un qui était connu, réputé, puis finalement bah, c'est peut-être pas si bien que ça ce qu'il se dit, bah on peut lui en vouloir, je sais pas, on se sent un petit peu arnaqué quoi. C'est pas simple hein. Non, c'est pas simple. Et juste la seconde partie de ma question, au niveau orléanais, ça se passe bien entre les confrères ça se... Bah écoute, pas de soucis particuliers, ouais. Non, là-dessus je parle pas vraiment de... Puis même si c'était le cas, je pourrais pas te le dire parce que je dois entretenir des relations confraternelles et ne pas calomnier un confrère. Exactement. Coupe. Ok, on va évoquer tes projets pour la suite. Avant d'oublier, je pense que tu peux le dire, tu interviens sur une formation au mois de juin, justement là-dessus. Donc, tu peux préciser avant qu'on oublie. Oui, tout à fait. Donc j'ai une formation sur le droit en kinésithérapie qui s'appelle l'aspect juridique en kinésithérapie de la déontologie au contentieux. S'informer pour mieux se défendre tout simplement. Alors c'est une formation d'une journée à Paris, le 29 juin avec l'ONRAC. Et le but de cette journée, là, c'est dans la continuité de cette interview, là, de manière beaucoup plus détaillée, avec beaucoup d'exemples. Parce que moi je me suis amusé là ça fait peut-être 1 an à compiler à chaque fois, c'est le gros intérêt des réseaux sociaux, à compiler des articles de journaux, des faits divers, des choses comme ça qui illustrent tel ou tel point. Et comme ça, à chaque fois que j'avance un article, un machin, j'essaye autant que possible de l'illustrer avec un exemple qui s'est vraiment passé. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et donc je vais balayer l'ensemble des préoccupations quotidiennes des kinésithérapeutes, que ce soit l'urgence, on en a parlé, le monopole du massage, la déontologie, l'exercice illégal de la kiné, de la médecine, les manipulations, les cotations des actes, DEHN, secret médical, les avis du Conseil de l'ordre, les chutes, l'indemnisation des rendez-vous non honorés, le recouvrement des séances impayées, même le plafond des séances quotidiennes, les durées des séances, la publicité, l'information, tout ça, en illustrant à chaque fois par des exemples concrets, quoi, pour que ça soit un peu plus digeste. Ok. Parce que comme ça a l'air un peu chiant, mais... Ah bah non, moi je pense que c'est hyper intéressant pour ça, parce que c'est des problématiques quotidiennes, tu vois. On se pose toujours la question, est-ce que j'ai le droit de faire payer la personne sur ses propres données quand elle rate une séance? C'est des problématiques vraiment quotidiennes. Et du coup, tu as d'autres projets autres, formations de type... Je poursuis un petit peu tout ce que je fais actuellement, toujours un peu dans cette veine-là, je change pas ma ligne conductrice, donc continue à développer ça, et puis et voilà, tout simplement, quoi. D'accord, poursuivre les formations là-dessus. Exactement, ouais. Je finis toujours par 2 questions, alors on va voir si tu peux répondre aux 2. Je te donne une baguette magique et tu peux revenir sur quelque chose en arrière. Première question, qu'est-ce que tu changes sur ton parcours professionnel? Et de manière plus large, qu'est-ce que tu changes sur la profession de kiné, sur son histoire, sur ce qui s'est passé? Alors sur mon parcours professionnel, je pense que il y a de grandes chances qu'il y a certaines formations que je n'aurais certainement pas faites avec le recul. Tout simplement. Mais bon, après, d'une certaine façon, ça enrichit indirectement. On peut avoir ça. Oui, ça a construit quand même. C'est ça. Ça aurait certainement, ça a participé certainement à l'élaboration de mon choix de carrière aussi. Hein. Donc il y a peut-être des formations que j'aurais pas fait, mais après, c'est pareil. C'est pas parce que l'ostéopathie, je ne pratique plus ou très rarement, surtout avec les concepts qu'on m'a enseignés, que ça m'a ouvert des portes. Parce que quand vous êtes expert, le fait d'avoir la casquette ostéo, à tort ou à raison, ça vous légitime pour certaines questions concernant des manipulations. Oui, puis tu sais aussi comment fonctionne. Quand tu as intégré les paradigmes ostéo, tu les utilisais un jour, tu sais comment peut-être réfléchir ou raisonne une ostéopathe. Puis c'est de la thérapie manuelle, des fois que je vois aussi dans des formations de thérapie manuelle orthopédique. Ils n'ont rien inventé, que ce soit les uns ou les autres, tout simplement. Donc il y a du bon à prendre, il y a de l'expérience à prendre, tout simplement, quoi. Donc voilà, certainement des choix de carrière un peu différents, mais globalement, je pense que je suis à peu près là où je voulais être, quoi. Et concernant après les décisions prises par la profession, donc là, pour le coup, je n'ai pas spécialement d'avis, j'ai un recul assez faible. Après,
je trouve quand même qu'on se dirige dans une bonne direction globalement, malgré quelques embûches. Avec, comme je disais, on gagne en autonomie, en responsabilité. Je sais pas jusqu'où ça va évoluer, quoi, mais à voir dans l'avenir. Après, j'espère que tout s'est démêlé avec les organismes sociaux, tout ça vont un peu se tasser, et qu'on va pouvoir continuer à aller vers une reconnaissance universitaire, aller vers de la recherche, aller vers du mieux, tout simplement, quoi. Donc t'es plutôt optimiste, on va dire. Bon, bah, si on ne l'est pas, à mon âge, ce serait embêtant, quoi, mais voilà, juste en espérant que tout progresse, hein, tout simplement, pour qu'on puisse rattraper un peu notre retard sur nos confrères étrangers, quoi, tout simplement. Ok, bon, je te remercie vraiment infiniment pour cette intervention. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je pense que ça va plaire à beaucoup de confrères parce que c'est des questions peut-être qui peuvent paraître triviales, ces questions de droit, mais elles ont vraiment ancré dans notre quotidien. Tout ce que tu as dit, là, on a quasiment tous été face à ça, quoi. Toutes ces décisions-là. Donc c'est toujours intéressant de voir, voilà, est-ce que c'est. Et le côté aussi que c'est pas forcément tranché et que c'est des. Bien sûr, certains cas. Ouais, mais c'est juste pour donner une piste de réflexion, tout simplement. Quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit initialement, c'est pas l'expert judiciaire c'est le juge qui va décider. L'expert judiciaire va juste présenter les faits objectivement. Donc moi j'ai pas la vérité, hein, mais il y a des grands principes, et puis l'exemple aussi, l'intérêt d'avoir des exemples concrets pour voir un petit peu, là c'est pas passé, là c'est passé, encore une fois. Ça marche, merci beaucoup, je mettrai tous les liens en bas. Super. N'hésitez pas à partager cette vidéo comme d'habitude, à la liker. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est à plusieurs endroits, on est sur YouTube, on est sur SoundCloud, on a une chaîne iTunes. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche les podcasts, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne iTunes, et dès qu'il y a un épisode qui sort, vous le recevez directement sur votre téléphone. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, c'était le petit coup de pub avec ma casquette conflictuelle au niveau intérêt, et je vous dis à très bientôt avec un prochain invité. Merci à toi et une bonne journée. Merci d'avoir reçu. Bonne note. Bien d'avoir.